Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Microscope. Le Sahel revient au cœur de l'actualité algérienne. La visite du Premier ministre malien en Algérie intervient dans un contexte régional en pleine recomposition. En quelques mois seulement, le Mali et le Niger sont passés de la tension et des échanges virulents à une phase de rapprochement, de coordination et d'apaisement avec Alger. Un changement de temps qui soulève une question essentielle. S'agit-il d'un simple ajustement diplomatique imposé par les circonstances ou du signe d'une véritable réorientation de la politique algérienne à l'égard de son environnement sahélien? Car au-delà du Mali et du Niger, d'autres dossiers régionaux donnent également l'image d'une diplomatie qui semble souvent réagir aux évolutions du terrain plutôt que de les anticiper. Entre gestion des crises, adaptation aux nouveaux rapports de force et recherche d'influence, la question de la continuité et de la cohérence de la stratégie algérienne se pose avec de plus en plus d'acuité. Dans cet environnement mouvant, l'Algérie est confrontée à un défi majeur. Comment préserver sa capacité d'adaptation sans perdre une vision stratégique de long terme? Comment passer de l'apaisement à la coopération sans donner le sentiment d'abandonner les positions défendues hier, c'est-à-dire la doctrine algérienne connue de tous? Et surtout, comment maintenir une influence durable dans son voisinage africain lorsque les alliances et les discours évoluent aussi rapidement? C'est toute la question que nous allons poser ce soir. La diplomatie algérienne face au Sahel est-elle en train de s'adapter intelligemment à une nouvelle réalité régionale ou manque-t-elle encore d'une stratégie claire et constante? À tout de suite. Pour en parler ce soir, j'ai l'honneur et le plaisir d'avoir ici sur le plateau Maître Aïssa Rahmoun. Vous êtes avocat et défenseur des droits humains. Aïssa, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Adel, merci pour l'invitation. Bonsoir à Monsieur Khalef, aux amis de la régie et aux téléspectateurs. Merci Maître Rahmoun et via Zoom depuis Londres, Adel Khalef, analyste politique et économique. Khalef, bonsoir. Bonsoir, merci à vous, merci pour votre invitation. Salutations à Maître Rahmoun. Je me réjouis de le retrouver et je me réjouis d'être parmi vous ce soir. Merci, c'est nous qui vous remercions. Alors, pour vous mettre un petit peu dans la photo, on va regarder ensemble une vidéo d'échange d'hostilité entre les deux gouvernements et on revient juste après. Le Conseil national de transition, au nom de tout notre peuple ainsi que de l'AES, condamne avec la dernière rigueur cet acte hostile et inamicable du régime algérien. Par cet acte, le monde entier a désormais la preuve, s'il en a encore besoin, que les autorités algériennes soutiennent, encouragent et même favorisent le terrorisme international dans le Sahel. Les autorités de mon pays, le Mali et celles de l'ensemble de l'Alliance des États du Sahel exigent que les autorités algériennes mettent immédiatement fin aux actions d'ingérence et de déstabilisation. أقف أمامكم لأرد بلباقة دون أن أنحط إلى مستوى ما ورد في كلمة ممثل الطغمة المغتصبة للسلطة في مالي ضد باليد. إن الهذيان الذي صدر من ممثل هذه الطغمة لا يمكن أن يصدر إلا عن طرف مأجور وخادم لأجندات معروفة ومشبوهة ولو على حساب وطنه وشعبه. هذا وحل الوزير الأول ورئيس حكومة جمهورية مالي عبد الله ماغا اليوم بالجزائر في زيارة عمل على رأس وفد هام. كان في استقباله بمطار هواريب مدينة الدولية الوزير الأول سيف غريب مرفوقا بوزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، ووزير الطاقة والطاقة المتجددة مراد عجال. تندرج هذه الزيارة في إطار الديناميكية الرامية إلى تعزيز أواصر التعاون والعلاقات التاريخية بين الجزائر وجمهورية مالي، بما ينسجم مع روح الأخوة وحسن الجوار والاحترام المتبادل. Aïssa Rahman, les accusations ne manquaient pas. Elles sont gravissimes, des deux côtés, que ce soit du Mali ou d'Alger. Et comment expliquer en fait le passage en quelques mois seulement d'une période de haute tension à un discours d'apaisement et de rapprochement entre les deux pays? Effectivement, le temps n'a pas été très tendre hein, entre les deux pays, voire les deux représentants de la diplomatie des deux pays. Et l'endroit où ces accusations ou bien ces injures ont été proliférées, ces accusations mutuelles, souvenez-vous, c'était à New York, aux Nations Unies. Et c'est pas rien. Tantôt, nous avons entendu le représentant... Qu'est-ce que ça renseigne quand vous dites ça, c'est pas rien, c'est-à-dire? C'est la voix autorisée des chefs d'État. Les Nations Unies, la diplomatie, c'est la voix autorisée des chefs d'État. Et dans la constitution algérienne, justement, les affaires étrangères ou bien les relations internationales, c'est du ressort, les positions et la diplomatie, c'est du ressort du président de la République. Donc c'est la voix autorisée, celui qui prend ce genre de parole est la voix autorisée du président de la République. Souvenez-vous de la déclaration du représentant malien qui a traité le pouvoir algérien de régime algérien. Pas d'autorité politique. Pas de gouvernement. Pas de gouvernement. Mais il a évoqué le régime. Et la question des concepts... Plus grave encore, on l'accuse de financer le terrorisme international. J'arrive. Régime algérien, il évoque le régime algérien, pas le pouvoir politique ou les autorités ou le gouvernement algérien. Il accuse l'Algérie d'ingérence dans les affaires internes d'un autre État. Et en introduction, vous l'avez évoqué, c'est un principe sacro-saint de la diplomatie algérienne, c'est la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États. Et 3, pour l'Algérie qui prétend être un pivot de la lutte contre le terrorisme, qu'il soit national, étant transnational et international. Cette fois-ci, l'Algérie, par le biais du diplomate malien, met l'Algérie dans le banc des accusés en disant que l'Algérie est le parrain du terrorisme dans le Sahel et dans le Sahara. La réaction n'a pas manqué. L'Algérie qui qualifie le régime malien de torma, de putschiste. Et aujourd'hui, effectivement, les relations commencent à s'attendrir, plutôt elles reprennent. C'est tant mieux, parce que c'est un pays frère, c'est un pays voisin, un pays avec lequel nous avons une profondeur historique, culturelle et révolutionnaire commune. Mais par contre, pour contextualiser les deux étapes, voir la première étape aux Nations Unies et cette étape de la visite du Premier ministre malien, la diplomatie assez adèle, c'est l'art du possible, comme la politique. C'est l'art du possible. C'est l'art des réalisations et des compromis. Pour certains, des compromissions. Absolument. Pour certains, des compromissions. Souvenez-vous que Abdelmajid Tebboune s'est rendu en Italie. Et la chef du gouvernement s'est rendue à Alger. Le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur français, les deux ministres se sont rendus en Algérie. Et le ministre de l'Intérieur algérien s'est rendu en France. Souvenez-vous que beaucoup de responsables américains se sont déplacés à Alger. Les deux pays, je parle d'Algérie et la France, ont failli rompre définitivement leurs relations diplomatiques. Tout à fait. Les États-Unis d'Amérique, plusieurs responsables du département d'État se sont déplacés à Alger. Côté espagnol, pareil. Et côté allemand, pareil. Et la Belgique aussi. Et la Belgique aussi. On s'est rendu en Belgique pour faciliter enfin... C'est juste que la nuance, c'est que la Belgique n'était pas en conflit... Et elle est loin du conflit malien aussi. Elle est loin du conflit malien. Donc quand on analyse ces visites, ces allers-retours,
qui date pratiquement de 6 mois, 5 mois, 8 mois à peu près. La diplomatie, c'est l'art de préparer des événements. C'est l'art de préparer des visites. Et les visites, c'est des agendas très longs. Souvenez-vous, ça fait 1 mois que l'Algérie a donné du matériel militaire au Niger. Pourquoi? Parce qu'il y a un viaduc qui allait passer via l'Algérie et servir l'Union européenne. Et dans ce contexte, vous avez entendu, comme moi, le ministre de l'Intérieur et le gouvernement algérien dire que nous avons eu le quitus, l'aval de l'Union européenne et des États-Unis d'Amérique. Dans tout ça, dans toute cette configuration, moi je pense que l'Algérie qui vend cette image de pays stabilisateur de la région, la stabilisation en termes d'énergie, de fourniture d'énergie pour l'Union européenne, mais la stabilisation en termes de gestion des flux migratoires et, tertio, la stabilisation en termes de lutte contre le terrorisme et le narcotrafic. Justement, sur ce chapitre bien précis de la lutte antiterroriste, vous avez rappelé que le Mali accusait l'Algérie de promouvoir, de maintenir, de financer le terrorisme dans la région. Vous fréquentez beaucoup plus les instances internationales. Est-ce que cette rhétorique n'a pas atteint l'Algérie quelque part? Parce que ça a été repris aussi par beaucoup d'éléments, par beaucoup de gens dans leur élément de langage. Je ne pense pas, même si les discours sont assez Parce que répétés d'une manière lorsqu'on se continue. targue, et excusez-moi de vous interrompre, lorsqu'on se targue de lutter contre le terrorisme, d'avoir ce leadership dans la lutte contre le terrorisme durant la décennie noire, et d'un seul coup, le Mali vous accuse de financer le terrorisme dans la région. Je pense que c'est un coup d'épée dans l'eau. Pourquoi? Parce que quand les accusations viennent du Mali, viennent des pays du Sahel et puis du Maroc, il faut le dire, c'est des accusations qui ne portent pas atteinte Et ça vient aussi d'un régime militaire. à la politique algérienne. Pourquoi? Parce qu'il s'agit, il faut contextualiser toujours, hein, il s'agit d'une adversité qui était ouverte à un certain moment. Et pour l'opinion internationale, ça ne peut pas passer. Ce n'est pas une accusation qui vient de l'Europe, ce n'est pas une accusation qui vient de l'Amérique latine, ce n'est pas non plus une accusation qui vient des États-Unis d'Amérique, ce pays qui a le pouvoir aujourd'hui de classer des organisations comme organisations terroristes, de classer des pays comme pays voyous, etc., etc. Donc ça reste dans la polémique de cette adversité conjoncturelle et contextualisée par des crises passagères ou continues ou discontinues à la fois. Très bien. Adel Khalef, la visite du Premier ministre malien en Algérie, est-ce que selon vous, il marque un tournant dans les relations entre Alger et Bamako? Ou simplement, si on veut rajouter une nécessité imposée par les circonstances? Alors, votre question est très particulière parce qu'elle met l'axe sur la visite du Premier ministre. On parle donc de la position de Alger et Bamako. Je crois que ce qui se cache derrière cela, pour le moment, en tout cas, selon mon humble avis, bien sûr, je peux me tromper. Vous savez que la Russie joue un rôle diplomatique très particulier dans l'ombre par rapport aux affaires diplomatiques et aux affaires sécuritaires dans la région. Vous savez que la Russie pousse Bamako vers Alger. Donc, je pense que la visite du Premier ministre malien à Alger est un symptôme de l'intervention des autorités russes pour forcer Bamako de se rapprocher d'Alger. Pourquoi? Il y a des intérêts très importants dans la région, mais il y a aussi une volatilité très, très importante qui se développe de jour en jour, parfois, de mois en mois, de semaine en semaine, presque de jour en jour. Il ne faut pas oublier qu'il y a une alliance, l'alliance Mali, Niger, Burkina Faso. Cette alliance, donc,
a exprimé à un moment une position diplomatique très difficile vis-à-vis d'Alger, très, très agressive. D'ailleurs, je rappelle que ces 3 pays ont rappelé leurs ambassadeurs à Alger. Il ne faut pas oublier ça. Et puis après, avec la conjoncture internationale, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui se passe dans la région du Sahel n'est pas lié uniquement au Sahel, il est lié aussi aux affaires géopolitiques et géostratégiques à une échelle internationale. Donc je pense que ce qui se passe actuellement, c'est que je pense que Moscou a un agenda. Vous avez vu que aussi récemment, l'Algérie a fait un don très important, pas des moindres, en équipement militaire. Est-ce que ceci est le symptôme de partenariat stratégique? Je ne pense pas. Dans le cadre diplomatique ou politique, je ne pense pas. Dans le cadre sécuritaire, oui. Donc, je pense qu'il y a un agenda très, très complexe. Ce n'est pas lié uniquement. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui au Sahel est lié à ce qui se passe au Moyen-Orient. Et ce qui se passe au Moyen-Orient est lié aux intérêts entre Washington, Moscou et Pékin. C'est très complexe comme histoire. Donc, je pense que aujourd'hui, je dirais tout simplement que cette visite est le symptôme que Moscou a décidé d'avancer ses pions. Merci Adel Khalef, restez avec nous. Aïssa Rahmoun, vous pensez que la visite du Premier ministre malien répond à un agenda de Moscou? Ça peut exister, mais moi je crois profondément que كما نقولوا عندنا حجرة زوج عصافر. Une بصح pierre هذه deux coups. الخطرة une pierre deux coups. Je pense que ça va être une pierre 3 ou 4 coups. Pourquoi? Qui a intérêt à pacifier ses relations avec le Mali, le Niger, le Burkina Faso, la Mauritanie aussi, il faut se rappeler, c'est l'Algérie. De deux, la France aussi a intérêt à ce que l'Algérie pacifie ses relations avec les 3 pays du Sahel, ça d'une part. L'influence de la Turquie, des Émirats, de la Russie dans la région. Et souvenez-vous de Wagner et son implantation dans la région qui représente réellement, aux portes de nos frontières, une menace pour l'intégrité territoriale. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les différentes visites, le cortège des visites en aller-retour, que ce soit d'Alger aux capitales occidentales, mais aussi des capitales de l'Occident vers l'Algérie, nous renseignent d'une structuration, Ouais. de ce changement de politique et de changement stratégique en termes de diplomatie. Il se peut que, je ne vais pas écarter l'option de M. Khalef, que la Russie pousse le Mali à pacifier aussi ses relations avec l'Algérie, mais l'Algérie, dans les 2 cas de figure, obéit à ce genre de recommandation ou de volonté de rapprochement, qu'elle vient de l'Union européenne, mais aussi de la Russie. Pourquoi? Parce que là, je pose la question et j'espère que M. Khalef, amicalement, va pouvoir nous répondre sur ça. Aujourd'hui, le gaz russe n'est plus vendu en Europe. Et du coup, donc, il y a les pays de l'Asie centrale qui arrivent, à l'Azerbaïdjan notamment, qui arrivent à acheminer de l'énergie en Europe, la Norvège et l'Algérie principalement, le Niger. Est-ce que c'est dans l'intérêt de la Russie que la région du Sahel, que l'investissement de l'immense viaduc, gazoduc plutôt, qui part du Niger vers l'Europe, est-ce que c'est dans l'intérêt de la Russie d'avoir une stabilité dans la région via l'Algérie? Très bien, mais est-ce que dans le cas de l'Algérie, ce rapprochement avec le Mali et le Niger, est-ce qu'on est face à une évolution normale de la diplomatie ou est-ce qu'on est face à un changement profond justement de la doctrine diplomatique algérienne? Euh,
Les deux à la fois, hein. Les deux à la fois, parce qu'un changement profond de la doctrine, l'Algérie n'aurait pas dû voilà, s'immiscer dans les affaires internes d'un État en qualifiant, D'autres en États. qualifiant des militaires ou pas de putschistes. Alors là, donc, il faut qu'ils se souviennent aussi de 62. Où l'Algérie aussi, à travers l'armée des frontières, était la première forme des putschs militaires en Afrique du Nord post-indépendance. Et là, donc, changement de cap, il peut être stratégique. Mais moi, ce que je souhaite, en tout cas, c'est que pour l'Algérie, souvent, souvenez-vous, tout le monde criait que l'Algérie est isolée au niveau international. Et là, donc, il y a changement de posture, il y a changement de stratégie. L'Algérie est devenue aujourd'hui, et tant mieux, fréquentable par les pays qui sont à la frontière d'Alger et qui sont nos frères, qu'on le veuille ou pas. Donc il y a quand même un changement dans sa doctrine Il y diplomatique. a une évolution dans le sens où aujourd'hui les intérêts géopolitiques, géostratégiques, et je partage l'analyse de M. Khalef, en partant du parallèle de tout ce qui se passe au Moyen-Orient, qui est vraiment un diapo de ce qui se peut réaliser en Algérie. Et l'Algérie, est-ce qu'elle essaye de contourner justement ces attaques et ces différentes influences dans la région, comme la Turquie, les Émirats, la Russie, la Chine, etc., ou changement de cap pour vendre ces ces trois images plutôt, que l'Algérie est une puissance régionale d'une part, que l'Algérie est toujours un pays pilote de lutte contre le terrorisme et le narcotrafic, et que l'Algérie est un facteur, un pays, un hub de stabilisation régionale. Voilà. Très bien. Adel Khalef, est-ce qu'on peut parler réellement d'une stratégie cohérente lorsque le discours passe aussi rapidement de la confrontation à l'apaisement? De la confrontation à l'apaisement, c'est-à-dire entre qui et qui? Soyez un peu plus spécifique dans votre question. Entre l'Algérie et le Mali, par exemple. Oui, bon, alors là, c'est une question un peu différente. Merci d'avoir précisé. Alors maintenant, il faut quand même préciser un point qui est très important et je réponds donc sur la base de la substance de votre question. Il ne faut pas oublier qu'il y a un groupe de djihadistes, et vous savez, le groupe de djihadistes qui ont évolué, qui ont beaucoup repris de terrain, qui ont repris beaucoup de terrain. Et donc, pardon? Allez-y, non? Ah oui, voilà. Donc ce groupe djihadiste a repris beaucoup de terrain. Et puis Alger, dans ce contexte-là, agit comme éventuellement un intermédiaire. Vous savez, l'Algérie essaye dans la mesure du possible d'agir comme un intermédiaire, comme une espèce de médiation entre Bamako et les acteurs, les acteurs du nord malien par rapport à cette crise dans la région. Or, ici, nous sommes en train de parler de répercussions, parce qu'il faut comprendre une chose. Vous savez, le monde de la diplomatie a beaucoup changé, il a beaucoup évolué. Il a pris une dimension qui est complètement différente des 20 dernières années. Récemment, depuis, je dirais, vous savez, je pense que la diplomatie internationale a commencé à changer. Donc l'Algérie a raison de revoir sa doctrine diplomatique. C'est pas qu'elle a raison. Quand vous dites elle a raison, c'est parce que, à la limite, elle a presque le choix. Non, elle a raison. L'Algérie n'a pas raison. L'Algérie doit revoir sa doctrine diplomatique. Pourquoi? D'abord parce que, un, l'Algérie, notre pays, a un problème dans ses relations diplomatiques par rapport à certains aspects au Moyen-Orient, notamment avec les Émirats, et puis un peu avec l'Arabie Saoudite, mais ça a été un peu masqué. Et puis après, il ne faut pas oublier que la Syrie, il ne faut pas oublier l'histoire de la Syrie qui a été donc écartée de l'alliance des pays arabes. Il faut pas oublier tout ça. Et donc l'Algérie a couru à sauvegarder les intérêts de la Syrie. Et puis il ne faut pas oublier que ce dossier-là, c'est Riyad, en Arabie Saoudite, donc qui s'est emparé de ce dossier et qui n'a même pas donné d'importance à l'Algérie. Et c'était un gros revers diplomatique pour Alger, parce que l'Arabie Saoudite s'est dit, bon, ben, je prends le dossier en main, et puis, bon, ben, tout ce que l'Algérie a fait, parce qu'il faut quand même reconnaître que Alger a fait beaucoup d'efforts pour la Syrie. C'est très, très, très important.
Mais revenons un peu au socle de notre discussion. Bon, je pense que les enjeux diplomatiques à l'international ont commencé à changer depuis que nous avons donc observé l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc, ceci a impacté automatiquement un gros problème de l'énergie. L'énergie, donc, acheminée vers l'Europe. Comme M. Rahmoun l'a bien intelligemment précisé, c'est vrai que l'Algérie, par rapport à sa position géographique, elle a un avantage par rapport donc à la distance, donc au coût de livraison, de distribution, etc. C'est vrai que le problème qui se pose actuellement depuis 3-4 ans, je ne sais plus si c'est 2022 ou 2023, la Russie avait mis pied en Ukraine. Je crois que c'était 2022 ou 2023, je ne sais pas, je suis plus tellement certain. Je crois que c'est 2022. 2022, oui. C'est 2022, c'est bien Ouais. ça, je ne me trompe pas? Ok, merci beaucoup, merci pour votre correction, Adel. C'est très marrant pour moi de dire Adel parce que c'est mon prénom aussi. Bon, bref. Donc, il y a eu donc, si vous voulez, une particularité très observée sur donc la relation entre Moscou et Alger, parce que Alger est venu au sauvetage des pays européens en termes de fourniture de gaz. Et puis, ça n'a pas été très bien vu du côté de Moscou. Et puis, en même temps, il ne faut pas oublier que Donald Trump est arrivé au pouvoir aux États-Unis. Et donc, depuis 2024, les dés ont été redistribués. Parce que il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les États-Unis sont dans une politique d'impérialisme, de pur impérialisme. Et il ne faut pas oublier que Moscou, c'est du pur impérialisme aussi. Donc, là où les gens pensaient que Donald Trump allait être en désaccord avec Poutine. Ouais. Donc, c'est complètement l'inverse qui est intervenu. Donc, du coup, il y a une bonne relation aujourd'hui entre Trump, enfin, on va pas parler des noms, on va parler des capitales. Donc, entre Washington et Moscou, il y a une bonne relation. Et puis, dans tout ça, c'est qui la victime? Eh bien, c'est Bruxelles, c'est l'Europe. Pourquoi? Parce que les réserves des États-Unis en gaz peuvent tenir plusieurs années, les réserves de gaz en Russie peuvent tenir plusieurs années, mais les réserves de gaz en Europe ne peuvent tenir que 2, 3, 4 mois pour les meilleurs pays. C'est pour ça qu'il y a eu un rapprochement entre Rome et Alger, parce que Giorgia Meloni, quand elle est venue à Alger, elle est venue donc chercher un peu de gaz pour bien affronter l'hiver 2026. Et donc l'Europe, aujourd'hui, se trouve dans une position un peu difficile parce qu'elle est tributaire des enjeux géostratégiques et géoéconomiques. Donc c'est l'Algérie actuellement est quelque part, directement ou indirectement, liée à cette mascarade généralisée. Je dis mascarade, excusez-moi du terme, c'est peut-être pas très catholique en termes, mais aujourd'hui, Alger doit obéir à un agenda qui vient de Moscou, doit obéir à un agenda qui vient de Washington et doit obéir à un agenda qui vient de l'Europe. Vous voyez un peu la triangulation? Donc, ce n'est pas toujours facile d'être neutre avec tous ces gens-là. Comme nous avons un ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, qui est très faible, qui est inexpérimenté dans les grandes négociations, comme le président de la République, Abdelmajid Tebboune, même si c'est quelqu'un de charmant ou de poli, il n'est pas expérimenté dans les affaires géostratégiques à l'international. Donc, il y a un gros problème par rapport à ce qui se passe dans tout ce micmac à l'international. Aujourd'hui, Alger doit essayer de se positionner dans une neutralité totale sur le plan diplomatique et dans un engagement total sur le plan économique en apportant son soutien et à Moscou et aux pays européens, parce que l'Allemagne, vous savez, Abdelmajid Tebboune, le président, est parti en Allemagne. Croyez-moi, ce n'est pas pour aller visiter Berlin. Il est parti en Allemagne parce que Berlin a besoin de gaz. Donc, Berlin ne peut plus recevoir autant de gaz depuis Moscou. Pourquoi? Parce qu'entre Moscou et Washington, ce n'est pas encore réglé. Donc, il y a beaucoup d'affaires. Nous sommes dans une toile d'araignée où tous les acteurs sont liés l'un à l'autre. Et aujourd'hui, l'Algérie, sur le plan diplomatique, n'est pas armée suffisamment pour avoir une envergure d'homme, donc je parle de l'homme,
donc ministre des Affaires étrangères, pour essayer de rester dans une neutralité équilibrée. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, si vous pensez que ça va bien sur le côté diplomatique en Algérie, moi je pense que Alger aujourd'hui a besoin de faire très très attention parce que très bientôt, il va y avoir la fin de la guerre entre les États-Unis et l'Iran. Ça implique quoi? Ça implique que Moscou va fournir beaucoup plus de gaz à l'Europe. Ça implique quoi? Ça veut dire que le gaz algérien, du coup, il va pas être beaucoup plus attractif que cela. Et donc, moins de recettes, moins d'argent. Et croyez-moi, quand Moscou décide de défendre ses intérêts, et si Alger doit être un obstacle, croyez-moi que Moscou ne va pas se soucier d'Alger, Moscou va se soucier de Moscou. Donc tout ça, c'est un jeu très technique, très avancé, très développé. Et aujourd'hui, en poste, pas au ministère des Affaires étrangères, parce que nous avons d'énormes diplomates. Moi, je vous dis, en Algérie, nous avons d'énormes diplomates. Mais en poste aujourd'hui, on n'est pas armé par rapport aux conjonctures internationales. Merci Adel Khalf, restez avec nous. Adel Khalf, il dit que le perdant c'est Bruxelles, c'est l'Europe, donc c'est les pays européens. Est-ce que vous partagez son analyse? Probablement à long terme, je dirais oui. À long terme, s'il y aura reprise des relations diplomatiques aussi entre Moscou et Bruxelles, l'Europe peut être perdante. Mais vu que la situation perdure et plus que ça, n'arrête pas de s'enflammer en Ukraine, sachant que la politique de l'Union européenne est très solidaire et de soutien avec les Ukrainiens. Du coup, si c'est à long terme, je dirais oui, mais si c'est à moyen terme, je ne pense pas. Par contre, là où je suis d'accord aussi avec sur Khalf, Hmorosh disait que, il nous racontait à un certain moment, lors des négociations sur le plan de rééchelonnement avec le FMI et notamment avec les institutions financières internationales et la Banque mondiale, quand il était chef de cabinet de la présidence avant qu'il soit Premier ministre, l'un des arguments qu'ils ont avancés comme délégation, ils ont posé la question aux institutions, est-ce que vous négociez avec un gouvernement qui n'est pas légitime, qui n'a pas le soutien du peuple? Je pense connaître la réponse. Allez-y. Voilà. Et c'est à partir de là qu'il n'y avait pas eu de plan de rééchelonnement. Par contre, c'est ce que Hmorosh avait appelé avoir le pouvoir de négociation. Le pouvoir de négociation, c'est quoi? Hmorosh, il dit aussi, excusez-moi de vous interrompre, que les étrangers négocient avec l'Algérie en tant que système politique et non comme État. Et non comme État. Le pouvoir de négociation, c'est quand le pouvoir est issu de la légitimité populaire, de la souveraineté nationale. C'est l'expression de la souveraineté nationale. C'est un mandat qui est transféré par le peuple à un gouvernement ou à une institution législative, etc., etc. Par contre, on se retrouve aujourd'hui, vu qu'on... c'est la fameuse chanson de Jacques Brel au suivant. Quand on regrette d'avoir manqué, raté l'école, on se dit au suivant. Obéir à toutes les logiques et tous les vents qui viennent de Washington, de Bruxelles, de Moscou, de Pékin, c'est qu'en fin de compte, le régime algérien n'a pas ce pouvoir de négociation, bien au contraire. Il est en train de passer, de changer sa stratégie, de développer ou d'améliorer ses points de vue diplomatiques, pas en termes de conviction. Et effectivement, Attaf, il est loin d'avoir l'étoffe d'un grand diplomate. Y compris son administration, parce que c'est pas lui seulement qui est le chef de file, mais c'est tout un département, c'est des experts, c'est des think tanks. Donc on se pose la question, c'est quoi ce ministère des Affaires étrangères? C'est quoi cette ligne diplomatique? Est-ce que Ahmed Attaf a cette autonomie diplomatique? C'est-à-dire, est-ce Non, que mais c'est il peut lui pas qui l'avoir. gère réellement la diplomatie algérienne ou est-ce qu'il y a d'autres groupes de Il ne pression peut qui pas l'avoir. interviennent? La diplomatie, elle relève de la souveraineté d'un État. Et quand on part à la Constitution, on va revisiter la Constitution, c'est le porte-parole du chef de l'État, en premier.
Après, il y a tous les rapports qui viennent de la direction extérieure de la sécurité, la direction intérieure de la sécurité, de toutes les directions sécuritaires, mais aussi il y a des économistes, des experts qui travaillent en la matière, des politistes, des géopolitistes. Voilà, donc c'est des groupes d'experts, c'est un tout, c'est souvent dans des pays démocratiques et développés, on parle de think tank qui travaillent avec les gouvernements, qui travaillent avec les ministres pour avoir des analyses, pour avoir des données à long terme. On ne travaille pas sur le court terme et le moyen terme. C'est des stratégies qui sont élaborées sur 10 ans, sur 15 ans. Et aujourd'hui, force est de constater, quand on fait les plaidoyers, quand on rencontre un officiel, un ambassadeur ou un chargé de mission d'une ambassade, il te dit, moi, la date du 27 décembre 2037, je ne serai plus là. Je suis appelé à être dans une autre mission, dans un autre pays. Vous voyez comment que la diplomatie fonctionne ailleurs. Alors que chez nous, je suis d'accord avec la logique d'Attaf, de monsieur plutôt Khalef sur Attaf. Est-ce que l'Algérien aujourd'hui sent vraiment, il est informé d'une stratégie à long terme, d'un gouvernement, des institutions? Là, on ne parle plus de politique, on parle d'institutions inamovibles. Parce que les institutions, c'est quelque chose d'inamovible. Justement, ce rapprochement qui intervient aussi rapide, est-ce que c'est réfléchi? Est-ce que c'est juste un rapprochement de circonstances ou est-ce que c'est durable? C'est profitable pour Alger, donc ils sont jetés sur ça, mais c'est télécommandé par Washington, Bruxelles et Moscou. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, une pierre, on disait une pierre deux coups, moi, une pierre trois coups. On s'adapte à la volonté des capitales dans sa manière de gérer la région et la sous-région. Il ne faut pas oublier, à travers le Sahel, il y a les grands lacs. Il y a les grands lacs, parce que le Mali et le Niger, le Burkina, ils sont étroitement liés aux Grands Lacs. Et c'est le prolongement africain d'une région et d'une sous-région très importante aux yeux des capitales internationales. Très bien. Adel Khalef, ce rapprochement et beaucoup d'autres rapprochements en fait ont eu lieu ces derniers mois, notamment avec la France, la Belgique d'une certaine manière. Est-ce que ça renforce en fait l'Algérie sur l'échiquier diplomatique? Oui, mais cher Adel, se renforcer sur l'échiquier diplomatique, c'est très simple. La diplomatie, par définition, c'est quoi? C'est un énorme puzzle où il faut rassembler les pièces pour avoir une image globale. C'est ça la diplomatie. Donc, Alger aujourd'hui, quand on voit un peu les évolutions, plutôt l'évolution, pardon, des événements dans notre diplomatie depuis à peu près, on va dire, 4 ans, 5 ans. Non, pas 4 ans. C'était en quelle année quand Emmanuel Macron avait déclaré, c'est en 2023, 2022, quand ils se sont vus en Italie avec le président Tebboune, quand Macron avait annoncé que donc, Paris allait s'aligner avec la marocanité du Sahara occidental. Je crois que c'était 2022, 2023. C'est bien ça? C'était 2022. C'était 2022. Ok, très bien. Alors. Ah non, 2023. Pardon, c'était en 2023. La question c'était 2023. C'était en 2023. Merci. Très bien. Désolé, je suis pas très doué avec les dates. Les dates, donc, oui. Vous excuserez ma carence avec les dates. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a une particularité qui est là, qui est installée dans notre diplomatie depuis que Abdelmejid Tebboune est arrivé donc à la tête de l'État. Nous avons cette tendance continue à vouloir créer des problèmes avec plusieurs pays, à créer tout un ouragan, toute une tempête, toute une tornade, une dévastation totale, une démolition totale à l'intérieur d'un petit verre d'eau. Alors,
On s'est attaqué à l'Espagne, parce que l'Espagne s'est positionnée par rapport à Rabat. On attaque l'Espagne, on lui crée tous les problèmes, on bloque les échanges économiques, on annule le contrat de bon voisinage, machin, etc., 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 etc. Et puis bon, après, du coup, avec Madrid, tout va bien, Madame la Marquise. On a attaqué le Premier ministre espagnol, Sanchez. Je répète la phrase du président de la République, Abdelmejid Tebboune, et je la répète exactement, c'est-à-dire expressis verbis. Il dit, nous n'avons aucun problème avec l'Espagne, l'État espagnol, nous avons un problème avec le Premier Son ministre. Premier ministre, tout à fait. Pourquoi? Voilà, donc parce que du côté d'Alger, on croit que l'État, c'est plus important qu'un Premier ministre, parce qu'ils n'ont pas encore compris comment fonctionne la monarchie, mais ce n'est pas grave. On sait très bien qu'actuellement, du côté de la Mouradia, on ne comprend pas grand-chose. Mais ce n'est pas grave. Donc, et puis du coup, le même Sanchez, on l'invite à Alger avec le tapis rouge, etc. Est-ce que Sanchez a changé sa position par rapport au Sahara occidental? Non. Non. Y compris la France et d'autres pays. Voilà. Est-ce que Londres a changé? Non. Est-ce que Washington a changé? Non. Est-ce que Paris a changé? Non. Alors, on va parler le langage algérien dans le cas. نهضروا باللغة تاع الجزائر تاعنا حنا les Algériens parce que حنا الجزائريين. Cette émission est en français, mais je vais utiliser un langage algérien. Et au final, hey, واش درنا؟ قلبتوها مع كاع les pays. Vous avez obtenu un changement de cap de ces pays-là? Non. On est revenu tout bon, tout petit, tout gentil. Maintenant, tout va bien, Madame la Marquise, avec Madrid. Tout va bien, Madame la Marquise, plus ou moins avec Paris. On ne s'attaque pas à Washington parce que Washington, c'est pas Paris. Washington, c'est pas Madrid. Washington, c'est Lhasa. C'est Lhasa. Donc, on ne joue pas avec ça. Voilà, on ne s'attaque pas à Londres. Londres, c'est Lhasa aussi. Donc, on ne joue pas avec ça. Donc, au final, qu'est-ce qui se passe dans notre diplomatie? On a fait tout un boucan, on a fait toute une histoire, tout un machin, et puis au final, on revient à la case départ. Donc clairement, nous avons un problème de modus operandi, nous avons un problème de procédure, nous avons un problème d'hommes, nous avons un problème d'avancement, nous avons un problème de stratégie. Vous êtes toujours avec moi? Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Voilà. Et donc, du coup, on est là, on crée des problèmes à tout le monde. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où on est en train de tourner comme un, vous savez, hashakum, quand vous mettez un verre sur un cafard, hachak, le cafard, il va à l'intérieur de l'espace du verre, il va taper dans toutes les parois du verre, il ne pourra plus s'en sortir. Aujourd'hui, donc on essaye de rafistoler les 2-3 petits détails par-ci, par-là. Mais ce qui est important, c'est qu'on a oublié notre doctrine, la neutralité. On a oublié notre structure principale, l'ouverture, la flexibilité, la négociation. Vous savez, Monsieur Rahmoun, Maître Rahmoun a dit un mot très important, en l'occurrence la négociation. Vous savez, monsieur, la négociation, c'est un art. Moi, j'ai eu la chance d'avoir été formé par de très grands négociateurs qui m'ont appris. J'ai eu la chance d'apprendre des gens qui sont beaucoup plus forts que moi, qui sont beaucoup plus intelligents que moi, qui sont beaucoup plus structurés, beaucoup plus coriaces que moi. J'ai eu l'honneur d'apprendre l'art de la négociation. Vous savez, la négociation, c'est quoi? C'est quand vous arrivez à faire en sorte à ce que la personne qui vient vers vous est ouverte à la discussion, est ouverte à l'échange, parce que cette personne, vous en avez besoin. Et donc, du coup, ce qui compte le plus aujourd'hui, c'est que l'Algérie a besoin de revoir sa position, a besoin de revoir sa stratégie, a besoin de revoir son échiquier diplomatique et bien jouer entre Washington et Moscou. Vous savez pourquoi? Parce que bientôt la guerre à Téhéran avec l'Iran va finir. Et quand elle va finir, ce sera avec un consentement entre Washington et Moscou. Et là, c'est Washington et Moscou qui vont décider de ce qui va se passer.
et au nord de l'Algérie, et au nord de l'Afrique, pardon, donc le Sahel, etc., et en l'occurrence dans l'échiquier économique européen. Les Européens ont déjà pris leurs dispositions, et selon ce que je vois, ce n'est pas le cas d'Alger. Merci Adel Khalef. Aïssa Rahman, on parle tous de doctrine diplomatique algérienne et pourtant l'actuel ministre des Affaires étrangères était là même dans les années 90, c'est-à-dire il y avait encore cette doctrine. Qu'est-ce qui se passe? Non, les années 90, c'était le début de la fin d'une doctrine diplomatique. Même si le chef de l'État, c'est quelqu'un qui s'appelait Abdelaziz Bouteflika, qui était parmi les premiers gouvernements de l'Algérie post-indépendance, mais quand même, il y a eu un changement. Et ce changement était lié à une conjoncture très particulière, c'était les années de la guerre civile. Qui avait entraîné l'Algérie à un changement de posture. Par contre, pour avoir une doctrine, je partage l'avis de Seadel en disant qu'il faut revenir à sa doctrine initiale de pays qui luttent pour des processus de décolonisation. Et à travers cette posture, quand on est un État qui soutient les causes justes, il lui faut des hommes justes. Et pour avoir des hommes justes, il faut que le pouvoir soit légitime. Et pour avoir la légitimité du pouvoir, non seulement il faut réformer ou revoir sa doctrine diplomatique, mais aussi il faut revoir son fonctionnement politique et remettre le pouvoir au peuple pour décider de ses représentants, pour décider de ses gouverneurs d'une manière démocratique et construire un État de droit. Merci Aïssa Rahman. Adel Khalef, je vous laisse le dernier mot, enfin le mot de la fin. Ah, ben, le mot de la fin, vous savez, je vais vous dire une chose. Dans ma personnalité, je n'ai jamais été quelqu'un qui adore le mot de la fin. J'ai toujours été, plutôt j'ai jamais été un ambassadeur du dernier mot. J'ai toujours été l'ambassadeur du premier mot. J'adore mettre les sujets sur la table, j'adore évoquer un concept et laisser les gens débattre autour. Donc, je dis tout simplement que je pense que ce qui est très important aujourd'hui, c'est que nous avons vraiment, vraiment besoin que nous fassions un tournoi à 180 degrés. Je ne veux pas être méchant avec le président de la République, mais je pense que c'est quelqu'un qui a une mentalité des années 70 qui ne s'applique pas du tout avec ce qui se passe aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est peut-être très charmant, c'est quelqu'un qui a peut-être ses idées, qui aime le pays, qui aime le peuple, je ne sais pas. Mais je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas suffisamment armé sur le plan diplomatique. Et puis le problème de l'Algérie aujourd'hui, nous n'avons pas des hommes d'État, nous avons des hommes de pouvoir. Et quand on a des hommes de pouvoir, on ne peut pas être un homme de dimension internationale. Je cède la parole à Maître Rahmoun pour que je lui donne volontairement et respectueusement le mot de la fin. Voilà. Merci Adel Khalef. Vous voulez un mot de la fin ou... Pas le mot de la fin, quand on plaide, et surtout en langue arabe, souvent même ici à Paris, au barreau de Paris, ça se passe comme ça. نقولوا بالعربية وأضم صوتي إلى صوت الأستاذ خالف وشكرا. Merci Maître Aïssa Rahman, merci Adel Khalef, merci à nos chers téléspectateurs, à nos chères téléspectatrices. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, c'est-à-dire à 21h de France et à 20h d'Algérie. Merci encore pour votre fidélité.